Je la note, grand M, indice S. Alors la question, le problème qu'on a, c'est comment déterminer la nature du mouvement du P. Alors tout simplement, comme on a l'habitude de faire, on va utiliser ce qu'on appelle la deuxième loi de Newton pour étudier ce mouvement. Alors, la deuxième loi de Newton, donc, le système étudié pour nous, c'est la planète. Système étudié, la planète. C'est la planète. Bilan de force, je l'ai tout simplement pour gagner le temps. Alors, bilan de force, on a seulement la force. La force F, c'est la force de gravitation exercée par le Soleil. La force F exercée par le Soleil. Alors dans ce cas, il faut choisir un référentiel adéquat qu'on peut considérer comme étant galiléen. Ce référentiel est le référentiel héliocentrique, puisque le corps tourne autour du Soleil. Je répète, donc le mouvement sera étudié par rapport au référentiel héliocentrique. Et je rappelle que le repère héliocentrique est un repère lié au centre du système solaire. Alors, on applique, bien sûr, la deuxième loi de Newton dans le référentiel galiléen, le référentiel héliocentrique. Je rappelle que cette leçon est une application de la deuxième loi de Newton. Donc tout ça, on va le faire dans les exercices. Alors, la deuxième loi, donc c'est F égale petit m, pardon, quel m? Le système étudié, c'est la planète. Donc, on va utiliser la masse de la planète. Petit m, P, fois l'accélération, bien sûr, de P. Alors, cette force F, c'est la force exercée par S sur P. Selon la loi de gravitation universelle, F égale moins G fois MP fois la masse du Soleil divisé par la distance entre le centre du Soleil et le centre de la planète, sur R au carré fois un vecteur unitaire. Donc, je utilise C1+, donc je choisis comme vecteur unitaire le vecteur normal. Le vecteur normal n. Bon, ça c'est la tangente à la trajectoire. D'accord? C'est la tangente à la trajectoire. Alors, l'expression de la force sera F égale GMPMS sur R carré fois le vecteur unitaire n. Donc, c'est MP fois le vecteur accélération de la planète P. À partir du bas, donc en utilisant ces deux relations 1 et 2, je peux éliminer la masse MP, ce qui fait que j'ai MS sur R carré fois le vecteur unitaire N égale le vecteur AP. Alors, N étant centripète, orienté vers le centre de la trajectoire, ce qui fait que AP et elle aussi, pardon, le vecteur AP bien sûr, et le vecteur AP est centripète. Donc, je peux dire que l'accélération AP égale au vecteur normal AM
et l'accélération tangentielle, qui est égale à dv sur dt, est nulle. Étant donné que l'accélération tangentielle est nulle, on peut dire que la vitesse égale constante. D'où le mouvement d'une planète sur une trajectoire, sur une orbite circulaire. Une orbite circulaire est un mouvement circulaire uniforme. Donc, on voit bien que ce qu'on a vu ici, c'est-à-dire les caractéristiques du mouvement circulaire uniforme, on a dit que pour un mouvement circulaire uniforme, il faut que la trajectoire soit circulaire, ce qu'on a ici, et la force soit centripète. Bon, tout ça est vérifié dans cet exemple. Bon, puisque là, le mouvement est circulaire uniforme, je peux calculer ou bien trouver la vitesse angulaire de cette la vitesse linéaire de ce mouvement. Alors, la vitesse linéaire, donc, on s'appuie sur cette relation. D'accord? On a G M S sur R au carré égale à L égale V carré sur R égale V carré sur R. Ce qui fait que la vitesse linéaire V, c'est la racine carrée de Gms sur le rayon de la trajectoire. Le mouvement étant circulaire uniforme, ce qui fait que le mouvement est périodique. Périodique, dans sa période, ce n'est que t égale 2pi sur oméga. Alors, oméga, c'est l'accélération angulaire. Sachant que l'accélération angulaire, oméga, c'est v sur r. Donc, on peut dire que oméga égale, bien sûr, on applique cette relation, égale racine carrée de Gms sur R. Attention, ces relations ne sont pas à prendre par cœur. Elles sont à démontrer à chaque fois. Et par conséquent, je peux déterminer la période t qui est égale à 2pi racine carrée de oméga, racine de R au cube sur G ms. Alors, vérifions la troisième loi de Newton. À partir de cette relation, je peux dire que t carré sur R au cube égale t carré sur R au cube égale 4p carré sur Gms. On voit aussi que 4p carré est constante, G est constante, alors ms est constante. On voit aussi que, à partir de cette relation, on constate que t carré sur R cube est une constante qui dépend seulement de la masse du Soleil. Alors, je m'arrête ici, donc à la prochaine leçon, Inch'Allah. Merci. Je pose de la relève. Je fais comme ça. Bonjour. Alors, la dernière fois, on a étudié les caractéristiques du mouvement circulaire uniforme, le mouvement d'une planète autour du Soleil, et aujourd'hui, on va étudier le mouvement d'un satellite autour de la Terre. Alors, on se limite toujours dans le cas d'une orbite circulaire où le centre de cette orbite est le centre de la Terre. Pour ce but, ce qu'on fait, alors on considère, pour simplifier, on considère que la Terre a une symétrie sphérique. Une symétrie sphérique,
Son rayon est le rayon terrestre grand T, sa masse mt. Alors que le satellite S est de masse petit m, voilà la masse du satellite. J'ai représenté ici, on continue, l'orbite circulaire du satellite. Voilà. Alors, le rayon de notre trajectoire, c'est petit r. Je l'ai noté petit r. L'altitude par rapport à la surface de la Terre, c'est petit h. Donc, petit r, ce n'est que grand R T plus petit h. De la même façon que précédemment, alors on va étudier le mouvement de S. Sachant bien sûr que la trajectoire est une trajectoire circulaire. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? Toujours on utilise la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton, pour cela, il faut toujours préciser le système étudié. Voilà. Système étudié, que je note tout simplement SE, c'est le satellite S. Bilan de force, ou bien inventaire de force. Bilan de force, on considère seulement l'action de la Terre sur le satellite. On néglige toutes les autres interactions, c'est-à-dire l'interaction entre S et les autres planètes. Bon, alors la force qui s'exerce sur le satellite S est, je la note, F, je la trace en rouge, F, voilà. Voilà, c'est la force, bien de force, une seule force, c'est la force F, la force d'attraction terrestre, ou bien la force exercée par la Terre sur le satellite. C'est la force exercée ou appliquée, exercée par la Terre sur le satellite. Deuxième loi, donc la troisième étape, c'est qu'on applique la deuxième loi de Newton. On applique la deuxième loi de Newton. Ah oui, maintenant, il faut préciser bien sûr le référentiel. Alors, le référentiel qui convient à cette étude, le référentiel géocentrique, c'est d'abord le référentiel galiléen, c'est le référentiel lié au centre de la Terre, c'est le référentiel géocentrique. Alors, dans le référentiel géocentrique, considérez Galilée. On a supposé Galilée. Sa deuxième loi s'écrit sous la forme F est égal à G fois la masse du satellite, je l'ai noté petit f, fois la masse terrestre, divisé par la distance entre les deux centres d'inertie de S et de la Terre, c'est petit r au carré fois un vecteur unitaire. Le vecteur unitaire, c'est n. C'est le vecteur normal à la trajectoire. Fois n. Égal la masse petit m du satellite fois le vecteur accélération du satellite A. Donc A est le vecteur accélération de S, donc bien sûr le référentiel géocentrique. Bon, de la même façon que précédemment, c'est-à-dire on va procéder de la même façon que pour l'étude d'une planète autour du Soleil. Alors, tout simplement, ce qui a changé ici,
Ce qui a changé, c'est le référentiel. Donc, la Terre est remplacée par le Soleil, la planète est remplacée par le satellite. Alors, ce qui fait que on peut simplifier la masse m, ce qui fait le vecteur d'accélération égale g fois mt sur r carré fois le vecteur n. À partir de là, on peut dire que le vecteur d'accélération et le vecteur petit n en même direction et même sens. N étant orienté vers le centre de la Terre, c'est-à-dire centripète, de même pour le vecteur accélération petit a. Alors donc, donc A est centripète. On dit centripète pour radial. Centripète. Alors, ce qui fait aussi que le vecteur d'accélération est égal à m, puisque l'accélération at égale 0, l'accélération tangentielle est. Alors, dans la base de Freinet, je peux écrire a égale à m plus at, je rappelle la base de Freinet. Alors, la projection de a sur la tangente à la trajectoire étant nulle, puisque le vecteur a est perpendiculaire à la trajectoire, donc at ou bien a est normal à la trajectoire. Donc, A égale à N et AT égale, qui est égal à dB sur dt égale à 0. Par conséquent, je dis que je peux dire que la vitesse est une constante et ne varie pas en fonction du temps. Ce qui veut dire aussi que le mouvement est uniforme. Et puisque la trajectoire est circulaire, on peut dire qu'il est circulaire uniforme. Dans le centre, bien sûr, au centre de la Terre. Bon. De la même façon, je peux déterminer la vitesse angulaire. Donc, la vitesse angulaire du mouvement est oméga égale expression d'oméga, ce n'est que V sur R. Égale aussi, si je remplace V par son expression, alors je reviens à l'expression de V. L'expression de V l'expression de V, donc je vais utiliser l'expression de A égale à N égale V carré sur R, implique que G fois MT sur R carré égale V carré sur petit r. Je simplifie petit r, ce qui me donne V égale racine carrée de GMT sur petit r. Ça, c'est l'expression de la vitesse V. Alors, ce qui fait aussi que oméga égale, de la même façon que tout à l'heure, c'est comme pour la dernière fois. Alors, oméga égale racine carrée, donc V sur R égale racine carrée de G MT sur R. Alors, maintenant, on cherche l'expression de la période T. Alors, la période T, je continue ici. Alors, quand la période T, donc le mouvement est circulaire uniforme. Donc,
elle est périodique. Périodique de période T. On sait que pour un mouvement périodique, la période du mouvement T, qu'on appelle aussi dans ce cas période de révolution, comme définition, c'est la durée d'un tour complet de S autour de la Terre, c'était égal de pi sur la vitesse angulaire. C'est aussi 2 pi fois racine carrée de l'inverse de oméga, c'est-à-dire R au cube sur G MT. Donc R, je rappelle bien que R, c'est l'orientation de la trajectoire, que je peux remplacer par racine carrée de RT plus H au cube sur G fois MT. G, c'est la constante universelle de gravitation, MT, c'est la masse terrestre. Bon, de la même façon, je peux écrire que T carré sur RT plus H au cube égale 4pi carré sur GMT, et on retrouve toujours la troisième loi de Kepler, la loi des périodes. Alors, dans ce cas, c'est-à-dire qu'on peut appliquer la troisième loi de Kepler sur les satellites tournant en orbite autour d'une planète. Dans ce cas, la planète considérée, c'est la Terre. Donc, on a un satellite terrestre. Donc, on peut considérer plusieurs satellites. Donc, ça, c'est un satellite S. On considère par exemple un autre satellite S'. Donc, en mouvement circulaire uniforme, autour de la Terre et de rayon R'. Donc, on peut déterminer des primes tout en sachant seulement la valeur de R', la valeur de R et la valeur de T, la période de révolution du mouvement de S. Bon, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je peux écrire donc T carré, ou bien T' carré sur RT plus H', H' étant l'altitude du satellite S par rapport à la surface de la Terre. Donc, égal T au carré sur RT plus H au cube. Égale constante. La constante, c'est toujours 4pi carré GMT. Alors, on voit bien que ce rapport ne dépend pas du rayon, ne dépend pas de la masse du satellite. Alors, à partir de là, je peux déterminer T'. T', c'est quoi? C'est RT plus H' au cube fois T carré sur RT plus H au cube. Pour T' au carré. Pour T', c'est quoi? C'est T fois racine carrée de RT plus H' sur RT plus H du tout au cube. Bon. Alors, maintenant, on va passer à un cas très particulier, c'est le cas des satellites géostationnaires. Donc, c'est quoi un satellite géostationnaire? Un satellite géostationnaire est un satellite immobile par rapport au repère terrestre. Autrement dit, elle est immobile par rapport à un observateur lié à la surface de la Terre. Par exemple, les satellites de télécommunication sont des satellites géostationnaires. Par exemple, si je, comme exemple, NileSat, Hubble, Tarsat, ce sont des satellites géostationnaires et elles sont fixes par rapport à un point, par rapport à la surface de la Terre. D'accord. Alors, pour déterminer l'altitude nécessaire
pour qu'un satellite soit géostationnaire, alors il faut utiliser la relation suivante, c'est-à-dire t carré sur rt plus h au cube sur r pi g pt. Je répète, t carré sur rt plus h au cube égale 4 pi carré sur g pt égale constante. Alors pour cela, il faut déterminer les conditions nécessaires pour qu'un satellite soit géostationnaire, c'est-à-dire soit immobile par rapport à la surface de la Terre. Alors je considère un satellite, par exemple, on a une position quelconque. Ça, c'est un satellite S. Ça, c'est l'axe de rotation de la Terre autour d'elle-même. D'accord? Alors, pour que le satellite soit immobile par rapport à la surface de la Terre, il faut qu'il tourne autour du même axe que celui de la Terre autour d'elle-même. C'est-à-dire qu'il doit tourner autour de l'axe delta. Ce qui fait que la trajectoire doit être perpendiculaire. Le rayon de la trajectoire, le centre de trajectoire se trouve sur l'axe delta. Et la trajectoire doit être perpendiculaire à l'axe delta. Je dis bien, pour que S soit immobile par rapport à la surface de la Terre, c'est-à-dire qu'il soit géostationnaire, il faut que le satellite, ou bien la trajectoire du satellite soit perpendiculaire à l'axe de rotation de la Terre autour d'elle-même. Deuxièmement, il faut que le satellite, ou bien la période de révolution du satellite, soit égale à la période propre de la Terre autour d'elle-même. La période de révolution du satellite autour de la Terre soit égale à la période du mouvement de la Terre autour d'elle-même. Par conséquent, il faut que la période T soit égale à la période sidérale, c'est à peu près égal à 24 heures. À peu près 24 heures, c'est 23 heures 56 minutes. Alors, pour la deuxième condition, il faut que les deux mouvements, c'est-à-dire le mouvement de la Terre autour d'elle-même et le mouvement du satellite autour de la Terre, soient dans le même sens. Ils doivent tourner dans le même sens, sinon le satellite ne sera pas immobile par rapport à la surface de la Terre et ne peut pas être considéré comme géostationnaire. Alors la troisième question, donc on a cité deux conditions. La première, il faut que la période de révolution du satellite autour de la Terre soit égale à un jour sidéral, c'est-à-dire T égale 24 heures, à peu près 24 heures. Deuxièmement, il faut que les deux sens, le sens du mouvement de la Terre autour d'elle-même et le mouvement du satellite autour de la Terre soient dans le même sens. Troisièmement, donc, il y a une troisième condition. La troisième condition, c'est que, alors, considérons par exemple S, le satellite S se trouve à cette position par exemple. On a dit que le mouvement du satellite doit être dans une trajectoire perpendiculaire à l'axe de rotation de la Terre autour d'elle-même. Ça, c'est le rayon. Je note ça au prime. Ça, c'est le centre de la Terre. Alors, on sait que la Terre exerce une force sur S. Cette force est orientée vers le centre de la Terre. C'est Newton qui a dit ça, d'accord? Alors, il faut que la force, donc la force ici, la force exercée par la Terre sur S est orientée de S vers O. De cette façon-là. Ah, ça c'est la force exercée. Deuxièmement, S, le mouvement du satellite est un mouvement circulaire uniforme. Puisqu'il est circulaire uniforme, alors F est égal à M1 doit être centripète. L'accélération
Centripète, c'est-à-dire orienté de S vers OK. Or, F, selon la deuxième loi de Newton, F égale MA. Donc, N étant positif, alors F et A doivent avoir même sens et même direction. Et par conséquent, l'angle se trouvant ici, que je note là-bas, doit être nul. Lambda, c'est quoi lambda? Lambda, c'est ce qu'on appelle la latitude. Alors, donc, S doit se trouver dans un plan de latitude lambda égale 0. C'est ce qu'on appelle le plan équatorial. Donc, le satellite ne peut se trouver, donc qu'elle soit géostationnaire, ne se trouver que dans le plan équatorial terrestre. Je récapitule. Donc, pour qu'un mouvement pour qu'un satellite soit géostationnaire, il faut qu'il vérifie 3 conditions. La première, c'est que sa période de révolution est égale à la période propre de la Terre autour d'elle-même, ce qu'on appelle le jour sidéral. Deuxièmement, il faut que les deux mouvements, le mouvement de la Terre autour d'elle-même et le mouvement du satellite autour du Soleil aient le même sens. Troisième condition, il faut que le plan soit dans le plan équatorial terrestre. Alors, maintenant on passe au calcul de l'altitude d'un satellite géostationnaire, l'altitude par rapport à la surface de la Terre. Donc, on a dit que T à peu près égale 24 heures. D'accord? Alors, donc, ce que je cherche, c'est l'altitude H. Donc, l'altitude H d'un satellite géostationnaire par rapport à la surface de la Terre. Alors, on sait que T, selon l'expression qu'on a ici, T égale 2pi fois racine carrée de RT, le rayon terrestre, plus H au cube sur GMT alors ce qu'on cherche c'est H, ce qui fait que T carré sur 2pi au carré égale RT plus H, donc RT plus H au cube sur GMT. Je rappelle que G est la constante gravitationnelle ou la constante universelle de gravitation. MT c'est la masse terrestre, RT c'est le rayon terrestre, H l'altitude qu'on cherche. T c'est la période de révolution du satellite qui est égale dans notre cas égale à un jour sidéral. Donc depuis bien sûr c'est une constante. Alors ce qui fait que H RT plus H égale racine cubique de 2pi carré, pardon, excuse, c'est T carré fois GMT sur 2pi au carré et par conséquent H égale racine cubique de T au carré fois GMT sur RT, donc T carré, GMT sur 2pi au carré moins RT. Alors attention pour l'application numérique. Les applications numériques,
Donc, on doit utiliser les données en unité internationale, c'est-à-dire le rayon en mètres, les masses en kilogrammes. Donc, les distances en mètres et les masses en kilogrammes. Alors, pour la masse terrestre, c'est 6 puissance 24 kg. Pour RT, c'est 6400, à peu près égal à 6400 km. Et G, c'est 667, 10-11 unités internationales. Donc, SI, bien sûr, c'est le newton mètre carré par kilogramme carré. Bon, alors pour H, l'application numérique, ça donne H égale racine cubique de T carré. C'est 24 heures. Alors, il faut. Donc, l'unité internationale du temps, c'est la seconde. Donc, c'est 24. Chaque heure contient 3600 secondes. Tout ça au carré. Fois. J'ai 667, 10 moins 11. Je peux effacer ça. Alors, je rappelle, on cherche la hauteur d'un satellite géostationnaire par rapport à la surface de la Terre. Donc, 667, 10 fois 11 fois la masse terrestre, 6 10 à la puissance 24. Divisé par 4 pi carré moins RT, c'est 6 10 à la puissance 6,4 10 à la puissance 3 10 square. Pour convertir kilomètre en mètre, donc c'est 6,4 10 à la puissance 6. Tout ça, comme application numérique, ça va donner H égale 36 000, à peu près, il y a 36 000 km. Donc les satellites géostationnaires se trouve dans le plan équatorial de la Terre à une altitude H égale 36 000 km par rapport à la surface de la Terre. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. Donc, à la prochaine. Ciao.